BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous, bon week-end, merci d'être avec nous, soit dans vos oreilles de quoi je me mêle, soit écoutez sur votre écran, c'est, vous le savez, votre rendez-vous dédié à la tech qu'on retrouve donc avant les vacances, plus qu'un de quoi je me mêle la semaine prochaine et puis après on s'accordera quelques semaines de repos. En tout cas, merci d'être là. Au menu de ce de quoi je me mêle cette semaine, on va parler de véhicules autonomes. Quand ça bug, les véhicules autonomes. Vous allez voir avec Anthony et Raphaël. On parlera aussi d'HTC qui conçoit un smartphone métavers. C'est un peu bizarre. Et puis on parlera de la Chine aussi avec un vol de données incroyable, sans doute le plus gros vol de données jamais vu. C'est toute l'actualité, vous le savez, de la semaine. C'est de quoi je me mêle. Merci d'être avec nous et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Voilà, un gros club de la presse IT maintenant avec Anthony Morel cette semaine. Salut Anthony. Bonjour. Journaliste à BFM Business que vous retrouvez aussi sur RMC entre midi et 2 avec Estelle Denis, toujours. Bientôt les vacances Anthony ? Dans une semaine. Ouh là là, ça sent l'écurie. Ça sent quoi ? L'écurie. L'écurie ? Oui. Pourquoi l'écurie ? Tu sais, quand on dit les chevaux, quand ils ont travaillé pendant toute la journée, ils sentent l'écurie, ils rentrent en fait se reposer. Alors je connaissais pas cette expression, mais c'est bien. J'apprends au niveau tech et au niveau vocabulaire d'expression. Donc non, mais c'est pas grave. Ça sent l'écurie. Okay, ça vient peut-être du sud de la France. Écoute, en tout cas, moi, dans l'Ouest, je ne connaissais pas. Pas du tout. Je pensais que tu disais parce que tu étais fan d'équitation, mais non, pas du tout. Moi, j'étais parti sur l'écurie. Tu sais, le curry indien, moi. T'étais loin, toi. J'étais ailleurs. Écoutez, c'est sans doute probablement le début de quoi je me mêle le plus insolite de cette saison. Il en fallait un et nous l'avons eu. Salut Raphaël. Salut François. Salut Anthony. C'est bientôt les vacances pour toi. Je vais recommencer ma blague. Ouais, ça sent l'écurie quand on dit. Je me disais, il y a une petite odeur de curry aussi. Ouais, c'est ça. Bon, écoutez, dites-nous si vous connaissez cette expression ou si je suis le seul je crois que t'es le seul. À l'emploi. Je veux pas te faire peur, mais je crois que t'es vraiment le seul. Ouais. D'accord. Alors, on va parler, pour débuter, de ce bug énorme. Un peu comme François Sorel qui parfois commence l'émission. Sauf que là, c'est quand même assez étonnant. San Francisco, imaginez, c'est une ville assez étonnante, très vallonnée, où se déroulent beaucoup d'expérimentations, notamment en termes de véhicules autonomes. Vous savez que c'est un peu le cœur du réacteur, San Francisco. Mais quand ça bug, visiblement, Anthony, ça bug. Ça bug méchamment. C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé, c'est une panne générale d'une flotte de robotaxis, puisqu'à San Francisco, on peut tester des robotaxis. Alors là, en l'occurrence, c'est General Motors et la marque Cruise qui propose ça depuis quelques mois. C'est-à-dire qu'on peut commander ces taxis via une application et c'est taxi autonome, c'est-à-dire vraiment autonome. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un pilote de secours comme on a beaucoup dans les expérimentations qui sont menées sur les voitures autonomes. Là, c'est vraiment le volant qui tourne tout seul, tu montes à l'arrière et c'est parti. Est-ce que c'est Tom qui conduit ? Oh oui, je l'ai. Celle-là, je l'ai. L'écurie, je l'avais pas, mais Tom Cruise, ça, c'est bon, j'ai capté celle-là. Très bien, on la garde. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, pour une raison inconnue, les taxis de cette flotte, alors il y en avait entre 7 et 20 selon les témoignages, se sont réunis à une même intersection. C'est très bizarre, tu vois. Et ils se sont tous arrêtés en même temps. Et impossible de les redémarrer. On a fait venir des ingénieurs, ils ont essayé de rebooter le truc et tout. Ça ne fonctionnait pas. Plusieurs heures, la circulation a été bloquée. Il a fallu les pousser manuellement pour dégager les rues. Alors, est-ce que c'est la révolte des machines ? C'est la première réaction. Évidemment, tous les internautes se disaient, ça y est, c'est Terminator, c'est parti. Elle rentrait à l'écurie. Elle rentrait à l'écurie, exactement. C'est ça. Ou c'était la grève des robotaxis, je ne sais pas. Ouais. Non, en fait, c'était Tom Cruise était fatigué. Tom Cruise était fatigué. Ça peut être une solution. Visiblement, c'est un bug de logiciel. Alors, on n'a pas beaucoup plus d'informations, mais ça pose quand même question, évidemment. C'est pas le syndicat des véhicules autonomes qui s'est dit, je vais me réunir en plein cœur de San Francisco. C'est clair. C'est une intelligence artificielle qui a conçu le syndicat. Non, a priori, non, il n'y avait pas de cris, de banderoles, de pancartes. Ça s'est fait très calmement. Oui, mais alors ça a bloqué la route et alors quand même ça pose une question, c'est la responsabilité parce que à San Francisco comme partout, bloquer la circulation c'est interdit parce que alors c'était sur une artère assez précise, n'empêche que ça a foutu un peu le bordel et bloquer la circulation c'est interdit. Donc dans ce cas-là, à qui on envoie l'amende ? Alors non mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. En fait, in fine, ça nous rappelle qu'il y a quand même une question de responsabilité avec ces voitures autonomes et puis après l'autre problème c'est la cohabitation, c'est-à-dire que si on est dans un monde où
tout est autonome, ça peut, pourquoi pas marcher, mais tout doit être, on va dire, connecté. Et coordonné. Voilà, en fait, c'est tout le problème entre avoir un système unique et cohérent, mais en même temps, ne pas dépendre d'un acteur et avoir des concurrents. Le problème, c'est que des concurrents où s'il n'y a pas de normalisation, il faut que ça communique entre eux. Enfin, c'est tout le problème finalement entre une unification qui est intéressante, qui est importante pour que ça puisse fonctionner, et en même temps le maintien de la concurrence. Et là, on voit ce que ça peut donner. Et effectivement, bon, d'un point de vue de l'image, c'est quand même c'est clair. assez mauvais. Pour le régulateur, alors, c'est des tests, n'empêche que c'est vraiment des tests grandeur nature, mais c'est vrai que ce qui bloque, c'est la technologie et le régulateur dans tous les pays du monde. Et là, c'est vrai que ça n'incite pas forcément le régulateur à autoriser tout ça. Tu as une vraie question de sécurité derrière quand même, parce que là, on a eu du bol, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas eu d'accident. Donc les voitures se sont arrêtées, mais enfin, si tu imagines qu'elles se mettent à démarrer en trombe ou à tourner n'importe où, évidemment, ça va poser quelques soucis. Donc, est-ce que la technologie est prête ? Ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser, d'autant que c'est des technologies qui vont arriver, y compris en France, à partir du mois de... Nous, c'est en septembre, je crois qu'on va avoir... la réglementation va évoluer et on va voir les premières voitures autonomes de niveau 3 qui vont arriver sur la route. Donc, voiture autonome de niveau 3, c'est là, Cruise, ça doit être niveau 4 minimum. Niveau 3, il faut rappeler, voiture autonome, ça va de 0 à 5. 0, c'est rien du tout. 1, c'est début d'assistance à la conduite. 5, c'est des voitures où il n'y a plus de volant ni de pédale. Elles se conduisent toutes seules et l'humain n'a même plus le droit de toucher à quoi que ce soit. C'est sûr. Et 3, tu as le droit de conduire sans les mains dans certaines conditions, sans les mains, particulières. Donc, notamment sur autoroute, dans les embouteillages. On va commencer à voir arriver ça. Au mois de septembre, vous verrez des voitures qui roulent toutes seules avec le conducteur, les bras croisés, mais il faudra quand même qu'ils puissent reprendre la main. Donc ça pose quand même des questions. Cela dit, quand ça sera lancé à Paris, au moins, ce qu'il y a de cool, c'est que les voitures seront tout le temps arrêtées, on saura pourquoi. Oui, ça sera il n'y aura pas tellement de différence. Ça sera un bug de la mairie. C'est clair. Maintenant, il faut les vélos autonomes plutôt à Paris. Les vélos autonomes. Tu sais qu'il y a des expérimentations de vélos autonomes. Tu as vu, je ne sais plus si c'était l'université de Shanghai ou Pékin. C'est-à-dire, en fait, le sur vélo... ton truc et tu fais rien. Alors non, c'est pas ça. En fait, c'est que quand tu as fini de l'utiliser, par exemple, alors déjà, il y a un système de stabilisation automatique. Donc si tu commences à tomber, il se relève tout seul, dans une certaine mesure. Si tu fais vraiment une grosse gamelle, il peut rien faire. Complètement bourré. Et surtout, si tu es complètement bourré. Non, mais surtout, le gros intérêt, c'est les vélos en libre service. Une fois que tu l'as laissé, que tu l'as abandonné, tu peux l'abandonner n'importe où et ensuite il repart. C'est génial. Vers l'endroit où il y a de la demande ou vers les stations de recharge. Enfin voilà, ce genre de choses. Donc c'est assez malin. Donc ça va arriver aussi. Ça arrive aussi sur les véhicules. Il y a des véhicules qui vont être télécommandables. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. J'en ai parlé dans Tech & Co il y a quelques temps. Et c'est impressionnant. C'est-à-dire que tu imagines, tu es en retard à un rendez-vous à un resto, tu laisses ta voiture devant un parking. Là, il y a un opérateur. Alors c'est pas autonome. Il y a un opérateur qui prend la main sur ton véhicule et qui va le piloter pour le garer. Ouais, c'est en drone en fait. Enfin en drone. Mais piloté à distance. Je trouve ça impressionnant. La voiture télécommandée des enfants, mais en vrai quoi. C'est incroyable. Ça serait génial d'avoir un truc comme ça. Ça pour les marques de luxe, ils vont le vendre comme un service supplémentaire en fait. C'est vrai. C'est ça. Exactement. Ouais, ton voiturier, c'est un voiturier intégré. Tu te gares et. Est-ce qu'on sait si c'est le système Cruise qui va arriver à Paris? Qui va arriver dans ce que je disais là. En tout cas, en France ou en Europe, on ne sait pas si c'est la même chose. Que ce soit au goût du jour. En fait, les voitures qui vont être homologuées, en fait, c'est des marques différentes qui vont être homologuées en voiture de niveau 3. Je crois qu'il y a des Mercedes, notamment. C'est les premiers. C'est les premiers, je crois. Et je crois que Tesla n'y est pas encore. J'ai peur de dire une bêtise. Ils sont pas niveau 2. Il me semble que Mercedes y est avant Tesla. Je suis pas sûr, mais je crois pas dire de bêtises. Mais voilà, je n'ai pas l'info en tête. Mais les premiers, c'est Mercedes, ça c'est quasiment sûr. Mais donc question de sécurité. Et question aussi de sécurité informatique qui va se poser très clairement avec ces voitures autonomes, mais les voitures connectées d'une manière générale, en vrai, c'est des ordinateurs sur roues qui sont de plus en plus la cible aussi des hackers. Il faut quand même dire que Cruise, en fait, ils se sont lancés à San Francisco en mode expérimental, c'est-à-dire qu'ils prenaient des passagers, mais non payants, et c'était des volontaires ou des salariés depuis, je crois, à peu près 1 an. Et on vous disait bon courage. Voilà, exactement. Et que la partie commerciale avec l'appli ouverte à tous, payante, alors évidemment avec une offre très limitée, puisqu'il y avait un véhicule, mais l'ouverture commerciale, ça a été fait il y a 15 jours. J'adore. Donc ça s'est fait, voilà. Moi aussi, c'est ce que j'allais vous demander. Vous monteriez, vous direct, moi aussi. À San Francisco, oui, comme ça, oui, pour une même après ça. Bon, écoute, non, vraiment, dans une voiture, même s'il y a un accident ou quoi que ce soit, il y a quand même des éléments de sécurité. Donc moi, franchement, je le ferai rien que pour le filmer, vous le montrer après. Voilà, c'est pour vous qui nous regardez ou qui nous écoutez qu'on le ferait. Il risque sa vie. Il risque sa vie à San Francisco. Non, moi aussi, je le ferai. Franchement, on le dit pas assez, mais c'est vrai que les voitures autonomes, de toute façon, il y aura nécessairement des accidents, comme pour toutes les voitures. Bien sûr, il y aura des accidents. Ce qu'il faut regarder, c'est les statistiques sur les millions de kilomètres parcourus. Et très clairement, pour l'instant, sur les tests qui ont
été réalisés, il y a moins d'accidents avec des voitures autonomes qu'avec des conducteurs humains. Voiture autonome 1 et humain 0. C'est ça, il faut quand même toujours garder ces éléments-là à la tête, même si c'est vrai que d'un point de vue purement, on a tendance à tomber dans l'irrationalité parce que dès qu'il y a un bug avec une voiture autonome ou un accident, ça prend des proportions gigantesques parce qu'on a l'impression qu'on a une perte de contrôle totale, ce qui est logique, hein, mais c'est pas rationnel. Voilà. Sentir l'écurie, les amis. Parce que vous non, mais attendez, parce que depuis tout à l'heure, voilà, je passe pour un rigolo, on peut le dire. Hein. Non, vas-y. Vous tapez sur Google sentir l'écurie. Finir quelque chose rapidement avec hâte. Cette expression vient du vocabulaire, excusez-moi, on se transforme un peu en France Culture. Cette expression vient du vocabulaire de l'équitation qui l'utilise pour parler d'un cheval ayant noté grâce à ses sens que l'on se rapprochait de l'écurie et qui donc a hâte que sa course se termine pour rentrer rapidement. Bah tu vois, on aura appris un truc. Oui. Bah voilà. On est dans le littré là. Vous avez vu quand même. De temps en temps. Non, mais moi, on te faisait confiance. Petite fulgurance. Non, Raphaël a dit ça n'existe pas. François. Mais non, voilà, j'ai dit que ça existe. Peu de gens le connaissaient. Enfin, ou alors peut-être qu'entre-temps, j'ai créé ça sur Google. C'est ça, voilà, du coup. On referme la parenthèse. L'autre sujet lié aux automobiles, c'est bien évidemment Tesla. Alors, il y a plein de choses intéressantes sur Tesla, notamment notre ami Julien Bonnet, qui fait partie de la rédaction de BFMTV.com, qui a testé la Tesla Model Y, qui est la première Tesla fabriquée en Europe. Donc ça, c'est plutôt cool. Il a testé, vous pouvez retrouver sa vidéo évidemment sur le site de Tech & Co. Et tu voulais nous parler en fait de Tesla et des assurances, Anthony. Oui, c'est intéressant parce que c'est une branche d'activité qui est moins connue de Tesla, mais Elon Musk, parmi les nombreux secteurs qu'il veut révolutionner, il y a aussi celui de l'assurance auto. Et donc, ils ont une branche qui s'appelle Tesla Insurance et qui déploie pour l'instant aux États-Unis, État par État, des assurances un peu particulières puisqu'elles se basent entièrement sur le comportement individuel du conducteur tel qu'il va être analysé par la voiture Tesla. Une voiture qui est évidemment bardée de capteurs, de caméras, donc il sait exactement tout ce que vous faites, votre qualité de conduite, si l'on peut dire. Vous mettez le doigt dans le nez. Voilà, et la voiture le sait. Bah ça, voilà, ça te fait augmenter ta prime d'assurance de 1 €, tu vois, par exemple. C'est ça. En gros, c'est vraiment ça l'idée, c'est qu'en fait, tu vas avoir un score de conduite et qui va être modulé, mais quasiment à la minute, si tu veux, et le montant de la prime que tu vas payer tous les mois, eh bien, va changer en fonction de ta qualité de conduite, qui va prendre en compte des éléments comme le nombre de freinages brusques que tu vas faire, les déclenchements d'alerte à la collision, les virages trop rapides, le respect des distances de sécurité. En fonction de tout ça, eh bien, tu vas payer plus ou moins cher ton assurance. Moi, ça me fait penser aux boîtes noires qui arrivent sur les voitures en France. Qui vont analyser exactement le même type de données. Alors, beaucoup moins de données, parce qu'évidemment, ça s'adapte à toutes les voitures, donc toutes n'ont pas évidemment autant de capteurs. Mais en France, évidemment, les assureurs veulent exactement la même chose. Bien sûr. Mais ils n'auront pas accès parce qu'évidemment, il y a des problématiques en matière de données personnelles, de droit de la consommation, etc. La CNIL est là et veille au grain. La CNIL, mais pas que la CNIL, au niveau du droit de la consommation. Enfin, voilà, pour le moment, ça reste interdit. Ça peut servir aussi pour des données anonymisées, pour les assurances et les statistiques, non ? Ça, ce sera déjà le cas. Les données seront anonymisées pour faire des études statistiques sur les comportements. Mais par contre, un assureur... Quand il y a un accident grave, par exemple... C'est la police qui aura accès. La police aura accès à ces boîtes noires. Donc, c'est des boîtes noires comme dans les avions qui analysent les données techniques. Alors, contrairement aux avions, dans les avions, il y a 2 boîtes noires. Une pour les données techniques, une pour les micros. Là, évidemment, qu'il n'y a que celle pour les données techniques. Dire par là qu'on ne va pas enregistrer ce qu'on raconte. Voilà, il n'y a pas de micro. Et ça pourra servir, évidemment, pour les enquêtes. Mais ce principe de transmettre les données aux assureurs, ça, c'est pour le moment en Europe, enfin en France, ce ne sera pas le cas. Et ça me fait penser un peu au problème des montres connectées. D'ailleurs, les assureurs voudraient avoir les données des montres connectées. C'est déjà le cas aux États-Unis. Pareil, ils offrent des Fitbit, des Apple Watch. En France, on a une approche qui est beaucoup plus, on va dire, on fait beaucoup plus attention. Conservatrice de ce point de vue-là. Conservatrice. Oui, bien sûr. Vis-à-vis après, on n'a pas le même système de santé aussi. Non, mais exactement, voilà. Une nuance quand même, c'est que, alors, tu as tout à fait raison sur le fait que les boîtes noires, les données ne pourront pas être envoyées aux assureurs. En revanche, ce qui existe aujourd'hui, c'est le mouchard, j'allais dire volontaire. Tu as le système du pay how you drive et du pay as you drive. Donc, c'est l'assureur qui te propose d'installer un petit mouchard dans ta voiture. Et sur la base du volontariat, tu l'installes. Et si tu conduis bien, bah là encore, tu vas payer un petit peu moins cher ton assurance. Donc ça existe d'une certaine manière, même si Tesla pousse le truc vraiment beaucoup plus loin. Parce qu'évidemment, après, si on retourne vraiment à la base, le bonus-malus, c'est ça. C'est le début de tout ça finalement. Exactement. Mais sauf que là, un malus, c'est finalement
c'est indirectement, c'est des données extrêmement grossières. C'est est-ce que tu as eu un accident responsable ou pas. Enfin, ça reste des données très grossières, mais c'est le même principe. Mais là, le truc, c'est qu'évidemment, avec les voitures connectées, qui sont encore une fois des ordinateurs sur route, tu vas pouvoir avoir un niveau de précision et d'analyse de la data qui va très très loin. Et Tesla, la promesse qu'ils font, alors il faudrait voir dans les chiffres exacts. Alors je crois que c'est parmi les assurances les plus chères aussi Tesla, parce que justement les assureurs savent pas trop comment les assurer, comme c'est des appareils très technologiques. Et en fait, ils disent par rapport à une assurance Tesla moyenne, un automobiliste moyen va économiser 20 à 40% et un bon automobiliste 60% sur son assurance. Donc c'est vraiment une promesse qui est intéressante. On va faire les calculs, ça c'est les chiffres donnés par Tesla. Donc voilà, à voir. Mais c'est lancé ça ou pas, Anthony? Aux États-Unis, oui. Et en fait, c'est État par État. Donc le dernier en date, c'est le Nevada. Mais par exemple, en Californie, c'était compliqué parce que, un peu comme en France, ils ont une CNIL locale qui veille au grain sur la récolte des données. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué, par exemple, de mettre ces dispositifs-là en place. Mais oui, petit à petit, ils commencent à le déployer. Mais finalement, moi, je trouve que c'est un peu contradictoire avec ce que promet Tesla. Parce que si la promesse de Tesla, c'est l'autopilote, la voiture autonome pour tous, cette assurance, ce sera le même prix pour tout le monde, puisque la voiture, il n'y aura pas d'impact du comportement humain. Il n'y aura pas un ordi d'une Tesla qui conduira mieux que l'autre. Exactement. Donc, ce qui est assez étonnant, c'est le signal envoyé. C'est in fine, si on crée une assurance pour ça, qui est quand même assez lourd en création. Après, c'est peut-être transitoire. Non, mais c'est ça. Mais ça veut dire. C'est en attendant mieux. Ça veut dire, pour le moment. La voiture autonome, alors on le sait évidemment, mais c'est admettre aussi qu'il ne compte pas pour demain sur la voiture autonome, sinon il ne ferait pas cette assurance. Ça c'est vrai. Et ça remet aussi en cause le principe de base de l'assurance, qui est le principe de mutualisation des risques, parce que là c'est vraiment une individualisation totale. Mais ça, avec la donnée, de toute façon, plus on a de données, moins on va vers une mutualisation des risques. Et donc ça, in fine, c'est chacun paye pour soi, évidemment. Bien sûr. Mais aussi avec après, c'est peut-être pas plus mal, un côté finalement. plus égalitaire aussi sur l'assurance, que l'argument qu'ils mettent en avant, et qui n'est pas bête non plus, c'est de dire, nous, on prend en compte seulement la façon dont le conducteur conduit, donc on ne prend pas en compte ni son âge, ni son sexe, ni les antécédents d'autres accidents qu'il a pu avoir. C'est vraiment juste la façon dont tu conduis à un instant T qui donne le prix que tu vas payer. C'est pragmatique. En fait. Ah oui, c'est pas théorique. Quand on regarde l'âge, les accidents précédents, c'est théorique, c'est pour essayer de calculer un risque. Là, c'est pragmatique. Mais je suis d'accord avec ce que disait Raphaël sur le fait que, en fait, ça va poser des questions presque philosophiques quand on va appliquer ces principes-là au domaine de la santé, parce que finalement, on va avoir cet échange du consommateur. Est-ce que tu es prêt à payer contre de la surveillance, en fait? Ça va être ça, le deal qu'on va faire, c'est vraiment ça. Et sur les objets connectés liés à la santé, ça va poser un vrai sujet, quoi. C'est-à-dire que vraiment, est-ce que j'accepte d'avoir qu'on me donne gracieusement une Apple Watch ou un Fitbit, et puis si je fais 3 footings par semaine, je vais payer un peu moins cher ma mutuelle de santé. Si tu te manges 3 burgers, normalement, ils le font que de manière positive, entre guillemets, mais à l'avenir, tu as raison, ça pourrait peut-être être ça. Après, l'équilibre, c'est est-ce que ça devient du flicage et source d'inégalité, ou est-ce que ça devient vertueux, c'est-à-dire qu'avec ces outils, on va mieux conduire et on va faire du sport. Si on montre qu'il y a plus d'aspects vertueux, que finalement ça ne creuse d'inégalité, pourquoi pas, mais il faudra regarder cet équilibre entre les deux. Mais je pense que, tiens, tu parles de vertueux, je pense que les personnes qui roulent en électrique ont moins d'accidents que les personnes qui roulent en thermique. Parce que c'est des voitures qui vont moins vite. Sauf les Tesla, bien sûr, qui vont très vite. Ça accélère vite, par contre. Mais ça accélère très vite. Mais je pense que, comme il y a toute une notion d'éco-conduite, et moi je l'ai vu quand je suis passé à une voiture électrique, et toi tu en as une aussi, avec ta petite Smart, moi je fais attention, c'est-à-dire que je vais décélérer plus tôt pour arriver au feu et donc recharger un petit peu ma batterie. Il y a toute une gamification de la conduite, l'éco-conduite qui fait que tu conduis plus doucement. Voilà, et je pense que ça serait intéressant de regarder les statistiques, mais je pense que les gens qui sont dans l'électrique ont une posture peut-être un petit peu plus safe à voir après. Tu vas t'attirer les conducteurs de thermique à dos, là, mais je sais pas, faudrait vérifier dans les chiffres. Faudra voir. De toute façon, je peux pas accélérer. Si j'accélère trop, j'ai plus de batterie. Alors. La Smart électrique pour Paris, c'est absolument génial. Mais alors, il faut pas aller loin. Faut pas aller loin. C'est ça. Après, voilà, c'est une Smart. C'est fait pour ça. C'est clair. Dans l'actualité, c'est HTC. Alors vous vous dites HTC, mais qu'est-ce qui se passe? Et oui, HTC qui fait des masques de réalité virtuelle, qui sont plutôt bien d'ailleurs, les Vive, en tout cas ils ont été précurseurs dans ce domaine-là, a annoncé cette semaine, écoutez bien, un smartphone. Alors qu'au départ on les avait connus par ça.
les smartphones. Ah, bien sûr, ils faisaient des très bons smartphones à une époque. Très bons smartphones. HTC, ils ont travaillé avec Google, etc. Le premier, c'était le Google One, c'était eux, non le Nexus One. Les équipes photos les équipes smartphones d'HTC ont été rapatriées chez Google. Et c'est pour ça que les pixels ont une qualité photo aussi bonne, c'est que c'est les ingénieurs, les anciens ingénieurs d'HTC qui veillent au grain. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que HTC n'a pas dit son dernier mot. Ils nous sortent une info comme ça, mais alors de derrière les fagots. Ils vont sortir un smartphone spécial métavers et Web3, les amis. Oula, alors attends, bingo de la tech, donc on a métavers, on a Web3, on a blockchain, on a NFT aussi dans le téléphone. Il y a aussi les NFT, crypto, on a la totale. On a tous les mots. Attendez, j'envoie le jingle. La tech bullshit. Allez-y. Non mais c'est ça, tu vois. On est vraiment dans ce que, alors moi j'appelle ça méta bullshit, ou on pourrait dire méta washing aussi. Tu sais, t'as le greenwashing, toutes les entreprises qui nous vendent du green, de l'écologie, parce qu'il faut y être, parce que mettre ces mots-là dans sa communication, c'est très bien, mais il y a pas forcément. Ça fait une ligne en plus. Exactement. Et il n'y a pas une réalité technologique très concrète forcément derrière. Et c'est pas pour tomber sur HTC, qui est une marque qui a un passé glorieux. Et il y a plein d'autres marques qui font ça, mais c'est assez symptomatique, me semble-t-il, ce téléphone qui, lorsqu'on regarde concrètement les specs, c'est quand même un téléphone milieu de gamme, tout à fait banal. Simplement, on peut le relier à un HTC Vive, un casque de réalité virtuelle pour, entre autres, regarder Netflix en VR. Bon, pourquoi pas, mais enfin, c'est pas Ready Player One non plus, quoi, tu vois. Et tu as ça, tu as la possibilité de stocker des NFT, donc c'est une sorte de portefeuille numérique aussi. Bon, tu regardes les spécifications techniques et tu te dis que vendre ça comme le téléphone du métaverse ou le téléphone conçu pour les métaverses, c'est quand même très 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 exagéré. Et encore une fois, c'est assez symptomatique, me semble-t-il, de cette propension qu'ont les marques, que ce soit les grands groupes technologiques ou les startups, c'est beaucoup de startups qui font ça, à mettre du métaverse à toutes les sauces, du méta. Moi, je me suis amusé à regarder dans mes mails, j'ai tapé métaverse, vous pouvez faire la même chose parce que vous recevez les mêmes que moi de toute façon, et vous allez retrouver, j'ai eu, alors qu'est-ce que j'ai eu, une startup qui me vendait le Sportiverse, le sport dans le métaverse, qui était c'était des jeux mobiles, enfin voilà. Tu avais un maillot de bain pour le métaverse qu'on m'a communiqué ça aussi. Ça va loin quand même. J'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait. Aussi, il y a la marque de fringues Eleven Paris là, des NFT, en fait c'est une carte de fidélité avec des trucs à la con, mais non, mais c'est vraiment, ça fait bien. Mais dès que tu mets ces mots, les buzzwords du moment, et encore une fois, c'est pas du tout pour remettre en question la technologie elle-même et le principe de métaverse, parce qu'on en parle souvent. Alors après, on peut être plus ou moins enthousiaste, mais je pense qu'il y a des choses très intéressantes qui sont en train de se mettre en place. Mais simplement, je pense que le fait de surutiliser comme ça à toutes les sauces ces terminologies-là, ça va épuiser peut-être aussi le concept et le décrédibilise. Même moi, je fais une overdose de métaverse à cause de tous ces trucs. Enfin, franchement, je veux dire, depuis le début de la saison, combien de fois on a prononcé ce mot et combien de fois on a lu ce mot à tort et à travers, alors que c'est un concept qui est encore en cours de définition, bien on va sûr, dire qui est embryonnaire, on peut le dire. Embryonnaire. Raphaël, tu vas l'acheter ce HTC. Bien alors, sûr, je vais l'acheter. Il s'appelle le HTC Desire 22 Pro. Oui, en plus le nom est vraiment pourri. S'ils avaient voulu vraiment faire un truc, ils n'ont pas fait de téléphone depuis 2 ans, qu'ils fassent un nom un peu sympa. Alors, on dirait que le métaphone, voilà. Ou le comeback. Mais moi, ce que je trouve un peu énervant, c'est qu'en fait, tout parle du métavers, mais à partir de quoi ? À partir de la conf Facebook de Zuckerberg, qui était une communication de crise parce que Instagram, Facebook, l'image était cata. Donc ils se sont dit, bon, on va se rebaptiser Meta pour faire oublier que c'est Facebook. On va faire une conf avec des vidéos avec des petits personnages. Et depuis ce jour-là, alors moi, j'avoue que cette conf, quand je l'ai regardée, je me suis dit, bon, ça m'a l'air quand même assez bullshit. C'est-à-dire que, bon, les promesses sont belles, mais ça a l'air totalement fake. Et je suis absolument halluciné de voir à quel point, depuis ce jour-là, toutes les marques, et les médias aussi d'ailleurs. Alors, franchement, à titre personnel, j'essaie de limiter. Ouais, bien sûr. Je pense qu'on essaie. Moi, j'essaie de limiter. Je pense que vous aussi. Mais il y a un moment. Moi, dans Tech & Co, j'en parle beaucoup parce que, un, c'est une quotidienne. Et deux, alors on est peut-être responsable aussi. Mais j'essaie malgré tout de séparer le bon grain de l'ivraie, quoi, et essayer d'inviter les sujets les plus pertinents. Tu vois, typiquement, cette semaine, j'ai eu l'Olympia qui va lancer des NFT. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Je trouvais ça assez intéressant. Ils vont lancer des NFT avec des privilèges que tu auras à l'Olympia. Ça a du sens parce que c'est... Alors, évidemment, il y a du marketing, mais après, tu vas avoir un NFT que tu vas pouvoir rétrocéder à quelqu'un, revendre.
y en a un, par exemple, et après je referme la parenthèse, qui va coûter très cher, qui est mis aux enchères et qui te permet d'accéder à vie à 12 concerts de l'Olympia, plus plein de bonus, par exemple un resto à l'Olympia, des coups à boire, etc. etc. Et ça, en fait, ça va être un NFT qui va après être transmissible ou que tu vas pouvoir revendre. Mais derrière tout ça, il y a quand même un truc, c'est que tu vas pouvoir revendre plus cher. Mais en fait, voilà, c'est la seule partie. En fait, j'allais dire, dans tous ces buzzwords, qu'est-ce qui change notre quotidien ou qu'est-ce qui est vraiment utilisable au quotidien? Rien. À part, c'est vrai, ce type de NFT où il y a eu aussi pour des concerts, du sport, des matchs, etc. Où en fait, le NFT, c'est une façon plus sympa et plus moderne de vendre un accès exclusif ou des packages, des choses comme ça. Mais sinon, voilà, sur le métavers... Non, les NFT, c'est intéressant d'ailleurs. Après, moi, les NFT artistiques où c'est vraiment que de la spéculation, c'est un peu... J'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire quand il n'y a rien derrière. Un NFT pour vendre un abonnement ou quelque chose, oui, c'est une façon plus sympa de le vendre. Mais un NFT pour vendre... Enfin, il n'y a qu'à voir le NFT du premier tweet de Jack Dorsey, qui a été acheté 23 millions de dollars et qui aujourd'hui vaut plus rien. Mais sur le concept de métavers, je trouve un petit peu dur parce que moi aussi j'ai suivi la conférence de Zuckerberg et effectivement on peut se dire que aujourd'hui ou au moment où il parlait, il n'y a pas grand-chose derrière à part les petits personnages en mode Sims, voilà. Mais je trouve qu'il nous vend un futur en fait, une direction, un cap. Il dit clairement, on n'y est pas, et ça va prendre probablement 5-10 ans avant qu'on ait la technologie suffisante pour faire des casques de verre suffisamment performants, ce qu'il appelait les tests de Turing, et pas Turing, parce que je me suis fait reprendre sur Internet, c'est vrai que c'est Turing, virtuel, c'est-à-dire des masques qui nous donneront un sentiment d'immersion absolument dingue, mais au moins, je me dis, voilà, il y a un cap, tu vois, il y a un objectif. Peut-être que ça fonctionnera pas, mais j'y vois plus qu'un simple truc marketing, une tentative de diversion parce que Facebook était un petit peu dans ce cadre. Je pense que ça va plus loin que ça quand même. C'est juste que derrière, le problème, c'est que quand on est Facebook, bon, moi ce qu'ils nous vendent, ça me fait pas fondamentalement rêver, mais c'est un avis personnel et ça fait peut-être rêver d'autres gens. Mais le problème, c'est que quand ce truc-là, qui quand même vient de Facebook, c'est-à-dire une des boîtes qui a quand même les meilleurs ingénieurs au monde, et que c'est imité derrière par d'autres boîtes, mais qui ne sont pas du tout en mode méga cheap, et on a vu, on va pas les citer, mais enfin quand même des grandes enseignes qui ont fait des trucs dans le métavers avec des boutiques. Oui, non, mais quand on voit Casino, Carrefour, c'est des trucs. Bon, on sent que y a la personne de la com qui a dit bon, on va faire un truc dans le métavers. Ça coûte combien? Allez, ça va, c'est pas trop cher. On va le faire et puis. Mais on voit que c'est quelque chose qui est fait pour être fait, mais qui n'a strictement aucun intérêt. Mais tu as ce truc dans les grandes entreprises, c'est le principe, on dit le FOMO, le fear of missing out, c'est-à-dire le fait d'avoir peur de passer à côté de la grande lame de fond. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, c'est vas-y, tu me signes un petit chèque, on va faire un truc, et ça tombe sur des fois des trucs. Et c'est l'Eldorado pour ces boîtes qui vendent du vent pour l'instant. Non mais attends, va regarder sur LinkedIn. Moi j'ai fait du coup, parce que j'ai fait une chronique là-dessus, sur le méta bullshit, et donc j'ai regardé un petit peu sur LinkedIn. Tu tapes Metaverse et tu tombes sur tous les posts. Tu as des Chief Metaverse Officer, des Metaverse Evangelistes, des Metaverse Gurus et tout. Et tu te dis, mais quelle réalité concrète il y a derrière ces posts qui, franchement, aujourd'hui, se basent sur un concept très, très, très balbutiant, encore une fois. En fait, ce qui est intéressant, c'est que sur cette évangélisation du métavers, justement, j'ai regardé cette histoire, notamment sur Carrefour. J'étais voir comment ça s'est organisé et j'étais voir la boîte qui a organisé ça. Et en fait, cette boîte, elle bosse avec Meta en France. Et avec des agences de pub et de com plutôt, pardon. Et en fait, elle crée des réunions métavers dans tous les conseils d'administration des grosses boîtes françaises. Et donc, on se retrouve, d'ailleurs, il y a des photos sur le site, c'est à mourir de rire, on voit des gens qui sont autour d'une table avec tous leurs cases, donc du coup, ça n'a plus aucun intérêt parce qu'ils parlent dans un monde virtuel. Alors qu'ils sont tous là. Alors qu'ils sont ensemble, donc c'est ridicule. Mais en fait, d'ailleurs, il y a ils n'ont pas compris. Non, mais il y a la direction de Meta qui va voir et tout. Et donc, en fait, ils font du lobbying, en fait. Évangélisation, c'est lobbying, on va pas. Donc, ils font une espèce de lobbying auprès de tous les dirigeants des grandes boîtes françaises, et donc, je suppose qu'ils font ça dans tous les pays, pour que derrière, pour qu'il y ait une sensibilisation, ça redescende sur les équipes de com. Ouais. Et c'est pour ça qu'in fine, on voit arriver des concepts qui nous paraissent totalement bullshit et totalement inutiles, mais c'est parce qu'en amont, en fait, il y a une tentative de lobbying, mais ils tentent. Après, c'est vrai qu'en vrai, c'est pas très grave. Ça nous fait rire, ça coûte pas grand-chose, c'est pas dramatique. Je pense que ça sert pas à grand-chose, mais après, oui, je comprends qu'ils aient envie d'y être, mais parfois, le résultat donne pas en fait très envie d'aller dans cette direction. Non, et puis je trouve que ça dévalorise en fait le concept embryonnaire de ce métavers, et c'est vrai que moi, je joue souvent typiquement au Quest 2, qui est enfin, il y a plein de trucs hyper sympas, il y a des univers qui sont vraiment bluffant, vraiment.
Et je me dis que voilà, ça sert pas la cause. Ah ben non, mais moi je pense que vraiment, et quand tu dis que effectivement c'est encore pire si Meta est derrière ça finalement, parce que je pense que ça les dessert totalement. C'est vraiment ça ridiculise. Ils essayent de nous vendre Ready Player One et tu te retrouves avec un Second Life de bas étage. Mais justement, moi la question c'est le métavers c'est quoi? Et si c'est un jeu vidéo super bien fait en VR, moi j'adhère totalement. Mais ne nous vendons pas un concept. Disons simplement, on fait de la VR pour le jeu vidéo. Et dans ce cas-là, c'est top. Mais nous vendre, vous allez travailler le matin, prendre votre petit-déj avec un casque de réalité virtuelle, bon. Puis pour boire le café, ça va pas être facile. Plus compliqué. Donc vous l'avez compris, ce HTC on l'adore, hein. ce Desire 22 Pro là, c'est un super truc. Alors que pour le coup HTC dans la VR et dans le matos VR, c'est vraiment ils sont excellents. Ah oui, alors c'est vrai que là, HTC Vive, excellent. Il y a du sucre sur HTC, mais par contre, ils sont partis un peu loin là. Non, il faut rappeler qu'HTC en VR, c'était les premiers à faire du super. Évidemment, le Vive était monstrueux. Mais si ça se trouve, même le smartphone est bien, hein. C'est juste le mot méta qui est nul. Oui, c'est ça. Bon, on va revenir dans un instant pour la deuxième partie de quoi je me mêle. Alors vous restez avec nous, on va parler de Sony aussi qui s'intéresse à la cible des joueurs de PC avec une gamme de produits nouvelles. Tu vas nous en parler, Raphaël. On va parler aussi de sécurité avec un vol de données monstrueux en Chine. Ce sera la deuxième partie de quoi je me mêle. Merci d'être avec nous, que ce soit en audio, en vidéo. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.